Au Mali, l'armée française s'en va de la base militaire de Ménaka. On va également parler de la Libye, de nouvelles consultations au Caire pour mettre fin au chaos. Et puis on termine par la France législative. Mélenchon dénonce des fraudes. Notre invité est Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonjour Maître, vous allez Bonjour, bien? très très bien Samuel. On commence donc par le Mali. L'armée française a officiellement quitté la base militaire de Ménaka dans le nord-est du Mali et a remis les clés aux forces armées maliennes, les FAMA, avant dernière étape du départ de la force anti-djihadiste Barkhane du pays. Maître Éric Emmanuel Sosa, la base de Ménaka est ouverte depuis 2018, de 2018 jusqu'à 2022. Qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement? Bah, alors nous sommes dans la chronique d'un départ annoncé de longue date et maintenant le redéploiement est en train de s'opérer. On l'avait déjà dit, bon, c'est vrai que euh, l'intervention militaire française en terre malienne a été une opération qui a été organisée entre les deux gouvernements, maliens et français. Français. Ça avait été organisé dans un climat qui offrait toutes les garanties de bonne foi, de coopération saine entre les deux pays. Et puis finalement, nous avons eu une crise diplomatique qui a entraîné la rupture des relations à la fois diplomatiques et de coopération militaire. Donc maintenant, il faut que les forces françaises puissent replier dans des conditions logistiques et sécuritaires convenables. C'est ce qui s'est passé lundi dernier. Ménaka a été évacué. Bientôt, à la fin de l'été prochain, ce sera une autre base à Gao qui va l'être également. Et tout ça, je crois, doit s'entourer des précautions nécessaires parce qu'il y a encore, malgré tout, des problèmes sécuritaires au Mali et il ne faudrait pas que lors de ce redéploiement, on connaisse des incidents qui vont jeter de l'huile sur le feu. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut souhaiter que les choses se passent dans de bonnes conditions, à la fois matérielles, militaires, diplomatiques et sécuritaires. Cette base militaire située dans la zone dite des trois frontières aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Maître, ce qu'il faut retenir, c'est que ce coin n'est pas encore sécurisé, comme vous l'aviez dit. Non, le site n'est pas sécurisé et il est encore le théâtre de violences qu'on déplore au Burkina Faso. Vous voyez, c'est à la frontière nigéro-burkinabé que les faits graves et dramatiques se sont produits en début de semaine et tout récemment la semaine dernière encore. Donc vous voyez que finalement, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mais le moment n'est plus à déplorer ce que la France aurait dû faire et qu'elle n'a pas fait ou qu'elle n'a pas correctement fait. Moi, personnellement, ce n'est pas mon souci. Mon souci, c'est qu'aujourd'hui, au Togo aussi, on est en train de parler d'état d'urgence. Ouais. C'est déployé dans le nord du pays, dans la région des savanes. Ça veut dire que nous sommes tous vulnérables. Et j'aimerais, sincèrement, là, pour le coup, c'est un cri du cœur. Et c'est tout à fait personnel. J'aimerais, au lieu qu'on dise la France a fait ci, la France a fait ça, qu'on oublie un peu la France, qu'on la laisse régler ses propres problèmes, et qu'on me dise qu'il y a une coalition militaire africaine. Qu'elle soit Afrique de l'Ouest ou composite avec des éléments d'Afrique centrale, d'Afrique australe, qu'on dise qu'on fait tous front commun, qu'on mutualise toutes les forces disponibles pour aller libérer cette zone sahélo-sahélienne qui devient un problème impossible à gérer pour nos seuls gouvernements pris individuellement et nos seules armées isolément constituées. Et après, quand on a fini ça, on va aller faire la même chose
en Ituri et au Kivu. On va libérer là-bas aussi. Parce que c'est les deux sites actuellement problématiques sur le continent. Et après, on va aller faire la même chose au sud, Soudan. Et comme ça, les Africains auront libéré leur continent. Et quand on a fini ça, on va s'occuper de nos frères libyens. Je ne dis pas qu'il y a un ordre de priorité, mais on peut simultanément faire tout ça ensemble. On peut simultanément faire tout ça ensemble, ou bien s'organiser pour régler au cas par cas, site par site. Parce que ça devient vraiment notre honte. La France s'en va, elle se redéploie. Et après, quoi? D'autres vont vous dire, mais on a le droit de s'associer à d'autres, on a le droit de trouver d'autres coopérations, partenaires opérationnels. Donc les Français s'en vont, allons voir les Russes. Je ne veux même pas les Russes. Je ne veux même pas les Chinois. Je veux les Africains, entre eux, pour eux, qui se battent. Voilà ce qui est mon plaidoyer aujourd'hui. Parce que, vous voyez, là, on est en train de venir parler de la France qui s'en va. Il y a longtemps qu'elle est partie. Quel est le bilan? On s'en fiche. Le bilan, c'est que c'est un désastre. On n'a pas résolu le problème au Mali. Maintenant, il s'est transporté au Burkina Faso. Et on va faire quoi? On va reconstituer une nouvelle Barkhane? On va refaire une autre force Takuba? Ils sont là pourtant. Ils sont là. Mais quel est le résultat? Rien. Alors quand on massacre des Burkinabés, ça fait mal. Je me fiche de la nationalité des victimes. C'est pas parce qu'ils sont togolais qu'on n'est plus préoccupé. C'est pas parce qu'ils sont burkinabés que ça concerne les burkinabés. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Non. C'est pas parce qu'ils sont maliens que c'est l'affaire des Maliens. C'est notre affaire. Parce que vous voyez, à force de jouer à ce jeu-là, de la cécité, de la lâcheté, et de croiser les bras en regardant les autres faire, ils viennent chez nous aussi. Quand la case de voisin brûle, il faut se lever et aller l'aider à éteindre son feu. Sinon, la tienne va brûler après. C'est ça ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que je suis en colère. Quand j'entends tout ça, on est en train de gloser, de commenter, de faire à chaque fois de l'exégèse de tout mouvement, de la France. Non, on est en train de finasser. Pourquoi? Pour rien. Pour faire le constat de notre propre incapacité à régler nos problèmes. Alors, maître, ce départ ne marque pas le départ de la bande, si on peut le dire, sahélo-sahélienne. Ne marque pas le départ de la France, non. Elle est toujours là. Elle est, disons, dans un autre format et sous une formule juridique différente, elle est toujours là. Parce qu'on lui demande d'être là. Attention quand même. Vous savez quoi? Faisons tous les procès à la France, faisons les procès en néocolonialisme au moment où il faut les faire. Mais pour l'instant, il s'agit de protéger la vie des Africains sur leur propre territoire. C'est de ça qu'il s'agit. On avait envoyé les tirailleurs sénégalais pour sauver les Français à un moment donné. Donc s'ils sont là, c'est le prix du sang. On est d'accord. Moi, je n'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Ça ne me dérange pas. Vous voyez, le drapeau, la bannière, la couleur de peau du soldat qui combat ne me dérange pas. On combat qui? Quoi? Ceux qui tuent, il y en a qui savent qui ils sont. Ils pourraient être burkinabés, ils pourraient être maliens. Pourquoi ils tuent des burkinabés? Pourquoi ils tuent des maliens? Pourquoi ils les massacrent? Pourquoi ils les massacrent? Boko Haram, c'était qui? C'était des Africains. C'était des Nigérians. Ils massacraient les enfants au Niger. Ils égorgeaient les enfants, les pauvres victimes sur les marchés. Ils kidnappaient des pauvres enfants nigériens. Donc c'est pas... vous voyez, il ne faut pas inverser les choses. Les problèmes des Africains ne sont pas forcément les problèmes fomentés par les Occidentaux. Je ne veux plus qu'on soit dans cette logique-là. C'est faux. Boko Haram n'a pas été créé par les Occidentaux pour emmerder la vie des Nigérians. Non, c'est pas ça. Il faut arrêter ça. Vous voyez? Et les djihadistes, quelle que soit leur étiquette en sardine, tout ce que vous voulez, et qui ont sévi au Mali, qui continuent de le faire, ne sont pas une création des politiciens français. Non, il faut arrêter ça. D'abord, c'est un sophisme, et en plus, c'est totalement... c'est fallacieux, c'est diffamatoire, c'est tout ce que vous voulez.
Mais enfin, je crois qu'il faut vraiment que nous rebattions les cartes. Il faut qu'on change les paradigmes. Il faut que notre ethos africain soit maintenant ébranlé pour que nous prenions les choses en charge autrement. Et pas faire le constat que la France s'en va. Ben oui, elle s'en va parce qu'on lui a demandé de partir. Alors qu'elle s'en aille, mais on fait quoi derrière? Voilà, si c'est pour remplacer les Français par les Russes, c'est un échec aussi. Et la base de ce départ, c'est la crise diplomatique entre Paris et Bamako. On peut relever cela aussi. Entre autres, oui. Ben, la crise diplomatique, elle a, à mon avis, plusieurs ressorts. Mais bon, j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus. C'est un fait. La France s'en va du Mali. Mais elle est ailleurs. Donc on a gagné quoi? Si elle s'en va du Mali et qu'elle est au Niger, ou enfin dans un carré transfrontalier entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, on a gagné quoi? Notre orgueil a gagné quoi? Notre souveraineté a gagné quoi? Non, il ne s'agit pas de sauter sur sa chaise en disant on est souverain, quand on ne fait rien de sa souveraineté. Quand on est capable de la sous-louer et d'aller chercher des armées de substitution pour se protéger, on est souverain en quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Donc le message, l'important, ce n'est pas de remplacer une force par les Russes. Non, il faut une force africaine. Il faut une force africaine et qu'elle soit beaucoup plus dotée. Je veux bien qu'on aille faire le plaidoyer en demandant des moyens militaires renforcés pour équiper cette force-là, mais qu'on arrête de toujours quémander que les gens nous viennent en aide. Les Algériens sont là, ils sont très compétents, hein, militairement. Ouais. On aurait pu aussi. Après tout, ils sont sur le continent. Et ce qui se passe au sud du Sahara les concerne aussi. On ne les a pas impliqués. On est en train de parler de la France. On est en train de parler de la Russie. Voyons voir un peu comment nous-mêmes nous articulons nos problèmes. Voyons voir un peu. Mais déjà, on voit la compétence des FAMA depuis quelques jours. En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce. Maître Éric Emmanuel Sosa qui avance sur le terrain, sur le plan sécuritaire. Mais je leur souhaite encore plus de chance et plus de succès. Mais attention, méfions-nous de la propagande. Méfions-nous de ça aussi. C'était les mêmes FAMA qui étaient là. Mais attendez, l'armée n'a pas été complètement reconstituée. Hein. C'est les mêmes. Le même état-major. Quand on a demandé à Barkhane de venir, quand on a créé Serval et les autres, c'était les mêmes qui étaient là. Alors, quoi? Comme par magie, ils deviennent militairement plus compétents quand les Français s'en vont? Non, il faut arrêter ça aussi. Ne tombons pas dans la facilité de la propagande. Je veux bien admettre, et je suis prêt à dire bravo quand à chaque fois ils remportent des succès. Je veux qu'on les aide. J'ai demandé qu'on aille leur apporter du soutien militaire. Donc je ne sais pas pour dire qu'ils sont nuls. Ils sont peut-être démunis, mais ils ne sont pas nuls. Ouais. Mais il ne faut pas venir nous dire, voyez-vous, maintenant que les Français s'en vont, nous avons des capacités opérationnelles beaucoup plus efficientes. C'est faux. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ce n'est pas parce que les Français étaient là qu'on était incapables. Maintenant qu'ils sont partis, nous sommes devenus plus capables. À qui on va faire croire ça? C'est comme au Burkina, on dit Roch était le problème, finalement. Voilà, maintenant Roch est parti et on se rend compte que le problème est toujours là. J'avais déjà dit cela ici même. Vous voyez, il ne s'agit pas de... S'ils ont des compétences avérées quand Roch était là, pourquoi eux ne font pas le job avec Roch? Pourquoi y avait-il besoin de le déposer d'abord pour nous montrer maintenant qu'ils ne sont pas plus capables de le faire? Donc ça aussi, c'est un coup d'État complètement inutile. Voilà le problème du pouvoir kaki. Voilà le problème. Alors, si vous le permettez, maître, on va quitter Bamako pour Tripoli pour la 3e journée consécutive. Les consultations pour la détermination d'une base juridique devant servir à la tenue des élections en Libye se sont poursuivies le mardi 14 juin au Caire. Ces discussions avec les membres de la commission libyenne mixte composée de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État, une institution consultative, se suivent sous l'égide de l'ONU. Là, il faut dire que cela a été lancé dimanche sous l'auspice de l'ONU, comme je l'ai dit. Maître, finalement, est-ce qu'à partir de ces discussions, la Libye va retrouver la paix? Encore une fois, vous savez, je suis
un optimiste inoxydable. Acceptons-en l'augure. Moi, je veux que par tous les moyens possibles, diplomatiques ou autres, même militaires, la Libye retrouve la paix, enfin. Voyez-vous ? Et là, encore une fois, je ne suis plus là en train de dire c'est la faute à Pierre, c'est la faute à Jacques. Non, la Libye est en crise grave et nous sommes tous témoins de l'impuissance de l'UA Oui. à gérer le cas libyen. Et on voit devant l'ONU. Voilà, on renvoie devant l'ONU. Bon, si l'ONU peut réussir, après tout, pourquoi pas ? J'appelle de mes voeux toutes les solutions possibles pour que la Libye retrouve un fonctionnement normal et que la paix s'installe en Libye. Enfin, que les armes se taisent. Parce que là, encore une fois, qui voyez-vous qui se font la guerre ? Des Libyens. Ceux que Kadhafi refusait. Ce pourquoi il a dit que c'est une Jamaïria. Ce pourquoi il a dit qu'il a créé à toute force l'unité du peuple. Un peuple uni derrière un drapeau. Eh bien non, ça n'a pas plu à des gens qui ont dit qu'au nom de la démocratie et de principes sacro-saints, il fallait défaire ça. Maintenant qu'on l'a défait, on se rend compte que finalement on n'est pas plus capable de créer une nation. On n'est pas plus capable de la refonder. Donc voilà, ce que ceux qui, par la faute de qui c'est arrivé, se planchent sur le problème et essayent de trouver solution, je ne vais pas me trouver à redire à cela. Et optimiste que je suis, je souhaite que ça réussisse. Alors, Kadhafi est parti, maître. Qu'est-ce qui divise tant les Libyens ? Mais ce qui les divisait avant que Kadhafi ne fasse son coup d'État en 1960. Ça revient. Oui, mais bien sûr. Et tout ça était là déjà. Parce que c'était des tribus. Il n'y avait pas de nation libyenne. Il y avait un roi, c'est vrai, le roi Idriss qui était là. Mais cette monarchie complètement fantoche, elle s'occupait de quoi ? Mais de la production de sa dose d'épectase quotidienne. Elle ne s'occupait pas du peuple, de la plèbe, ennuyeuse et encombrante. Il a fallu qu'il y ait une révolution et que cette révolution soit menée par un jeune colonel. Et on avait un pays qui avait été unifié. C'était pas le paradis de la liberté d'expression. Non. Ça, on est d'accord là-dessus. Oui. D'accord ? Il n'y avait pas foison de numéros et de titres de la presse écrite. Il n'y avait pas de place pour la satire politique. Il n'y avait pas de place pour l'humour et la caricature. Mais les Libyens connaissaient une certaine paix. Eh bien, ça n'a pas plu à des gens qui ont préféré tout faire pour casser ça. Maintenant que c'est fait, bon. Alors, l'ONU est très optimiste, mais la majorité des Libyens ne partagent pas cela. Il y a donc des inquiétudes sur ces discussions du Caire. Mais bien entendu, parce que, vous savez, la Libye, c'est un imbroglio d'une complexité qui dépasse enfin, tous les superlatifs. Parce que, en fait, qui sont ceux qui s'affrontent ? On a l'impression que d'un côté, il y a un gouvernement qui est renié par, à l'Est, un autre pouvoir qui veut s'installer. Et puis c'est tout. Si c'était uniquement un antagoniste entre le maréchal Haftar et Haftar. Oui, non, Haftar et puis son vis-à-vis. Le nom m'échappe. Bref, le nom m'échappe. Bon, c'est pas grave. Si ce n'était que ça, qu'est-ce que ce serait simple ? Mais ce n'est pas que ça. Eux-mêmes, à l'intérieur des groupes qui les soutiennent, ils ont des problèmes de légitimité. Ils ont des problèmes d'autorité. Et on n'en finira pas tant qu'on n'aura pas fait, à mon avis, la recherche épistémologique des causes qui ont fait que, aujourd'hui, le pouvoir est impossible à installer
que ce soit à Tripoli, que ce soit à Misrata, oui, ou à Benghazi. C'est ça le problème. Aujourd'hui, si vous demandez, quelle est la capitale de la Libye? On dira Tripoli. Ah ben voilà, ben vous avez tout. À partir de ce moment-là, vous avez tout faux. Où se trouve le pouvoir libyen? Et à partir de ce moment-là, on commence à faire des calculs, on commence à nuancer, on commence à... Voilà. C'est là tout le problème libyen. C'est la raison pour laquelle je dis, celui à qui il incombe d'abord et avant tout, le plus légitimement de prendre en charge le cas libyen, c'est l'Union africaine. D'abord et avant tout. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se défausser sur personne. Ce problème-là, je n'ai pas vu beaucoup de chefs d'État africains aller à Tripoli, aller à Benghazi pour rencontrer les autres, pour dire, écoutez, entre frères africains, on devrait... Alors que Kadhafi, pendant tout le temps, était le chantre de l'unité africaine. Le chantre. Personne au monde, enfin en Afrique tout au moins, n'a fait dans un autre pays africain ce que Kadhafi a fait tout au long de l'Afrique. Aucun autre chef d'État n'a fait ça. Soyons d'accord dessus. Donc au moins reconnaissons-lui cette qualité-là. Il avait celle-là au moins. Bon, vous voyez, il avait suffisamment à manger chez lui pour en donner aux autres. C'est un signe d'amour extraordinaire. Donc on est obligé de s'affliger quand il n'est plus là. Et le spectacle qu'il y a ne nous consolera pas de ce que aujourd'hui ce n'est plus une dictature. Alors, maître, pour chuter avec la Libye, les discussions vont tourner également autour des conditions à remplir pour être candidat à la présidentielle à venir. C'est ça le vrai problème. Ben, bien sûr. Président de quoi? C'est ça? D'un morceau de la Libye? C'est toujours ça. C'est pour ça que je dis, vous voyez, c'est le problème. Ces gens-là, ils tirent sur un arbuste pour le faire grandir. À force, ils le déracinent. Non, j'ai dit, faut faire la recherche épistémologique des causes. On ne fait pas ça. On projette des élections présidentielles, comme s'il suffisait d'avoir un président pour que tous les problèmes soient réglés. C'est faux. En Libye, on peut élire, nommer, désigner, introniser par la force un président nouveau. Il y aura toujours les mêmes problèmes. On n'a pas pacifié ce pays. Ce n'est pas le moment d'aller dire « Mais attendez, il faut faire des listes électorales. Il faut aller voter. » Mais il faut avoir la paix pour aller voter, quitter chez soi, pour aller dans l'isoloir. Vous faites ça comment quand vous ne savez pas à qui rendre compte de la paix ou de la violence qu'il y a dans la rue? C'est ça le problème. Donc, non, élection, oui, on a beau jeu. Hein. Allez, on prend la direction de la France. Jean-Luc Mélenchon y croit toujours. Et encore, Matignon ne s'éloigne pas. Matignon se rapproche, a déclaré le chef de file de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. On a vu les cas mettre de 0, si je fais bien les calculs, 0,15 entre Mélenchon et puis le président Macron. En tout cas, les groupes portés par ces personnalités en France. Pour le premier tour, pour Mélenchon, il y a eu des fraudes. Est-ce qu'il a les preuves? Bon. Je ne sache pas que M. Mélenchon a introduit des recours devant les juridictions compétentes pour contester le résultat des élections. En revanche, il s'agit d'une posture de provocation parce que on est là dans la veine mélenchonienne pur jus. Mélenchon, il faut toujours qu'il rudoie, et c'est ce qu'il est en train de faire. Et parce qu'il a dit ça, il a créé le doute. Parce qu'il a dit ça, il est en train de mobiliser les abstentionnistes pour dire, vous voyez, le mot qu'il a utilisé, c'est que le ministre de l'Intérieur a tripoté les résultats pour passer devant les NUPS. C'est ça le propos. C'est de la provocation, mais c'est une provocation de bon aloi quand on sait dans quelle dynamique il le fait et quel est le but recherché. Le but, c'est de provoquer suffisamment pour susciter de l'intérêt pour le scrutin à venir, parce que 53% d'abstention, ça pose même un problème de légitimité. Pour qui que ce soit qui serait élu et qui aurait la majorité parlementaire. Ça posera un problème. Et je dis, notre démocratie fatiguée,
nos démocraties formelles, fatiguées, qui ne fonctionnent plus. Parce que les gens votent pour des députés qu'ils ne connaissent pas, et une fois qu'ils sont élus, ils ne les reconnaissent pas dans la rue parce qu'ils ne savent pas qui c'est. Donc il y a toujours ce gap entre la population et les élus. Avant, on pouvait cumuler, on était député et maire, il y avait une proximité. Aujourd'hui, ils ne l'ont plus. Donc il n'y a pas un appétit très, très marqué pour la chose législative, enfin, dans sa formulation actuelle. Donc, du coup, on a une démocratie représentative, théoriquement, qui l'est de moins en moins. Parce que quand c'est seulement au sein de 47% de la population, c'est-à-dire moins de la moitié du corps électoral, qu'on a secrété ceux qui sont chargés de représenter le peuple, ils ont des problèmes à parler de la voix la plus forte en disant qu'ils sont les représentants réels du peuple. Et aujourd'hui, nous avons Mélenchon qui, finalement, est devenu le chef de l'opposition, oui, alors qu'il est le troisième au premier tour de l'élection. Celui qui était le vis-à-vis, le challenger immédiat, c'est-à-dire Marine Le Pen, a été complètement marginalisé au moment des élections législatives. Ça donne une indication sérieuse sur ce que devient cette démocratie qui est très versatile, cette démocratie française qui est très versatile et qui a des sautes d'humeur. Donc même Mélenchon n'a pas une garantie d'une adhésion et d'un socle idéologique et électoral fort. C'est les humeurs qui font que aujourd'hui il se retrouve à être le challenger du parti majoritaire. Donc l'Assemblée qu'on aura à partir de dimanche prochain, elle promet d'être finalement assez intéressante, pas pour l'efficacité de son travail parlementaire, mais pour les remous qu'il y aura en son sein. Et, en tant qu'observateur, on aura des moments de rigolade. Alors, la NUP et Ensemble sont au coude à coude. Comme on l'a dit tout à l'heure, il va falloir aller chercher les abstentionnistes au deuxième tour. Et c'est très important. Oui, c'est ce que Mélenchon est en train de faire. Parce que quoi qu'il en soit, ceux qui ont voté déjà NUP au premier tour sont enclins à le refaire au deuxième tour, forcément. Parce qu'ils ne vont pas se contredire. Ils n'ont aucun motif. Maintenant, il va falloir aller chercher un peu plus. Pas une voix pour le RN dans les circonscriptions où le RN est en ballottage favorable. Donc quand vous avez ce mot d'ordre-là, vous vous attendez à ce que, à un moment donné, il puisse y avoir, vous voyez, le même élan républicain, entre guillemets, anti-Rassemblement national. Donc, mais une fois que vous avez fait ça, vous avez fait, par l'effet du mariage de la carpe et du lapin, enfanter une majorité parlementaire composite qui, à un moment donné, aura des problèmes de cohérence pour pouvoir fonctionner. C'est pour ça que je dis que la prochaine Assemblée sera très intéressante à suivre. On aura une cohabitation de fait. Voilà. Incroyable. Et cette cohabitation va être extraordinaire, Maître Éric. Oui, c'est toujours amusant parce que, bon, vous voyez, le confort de la majorité, elle rend paresseux. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Maître Éric Emmanuel Sosa. Merci à vous. Merci. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, nos invités sont là pour Regard Croisé.